Radioscopie. Radioscopie. René Girard. Jacques Chancel. Longtemps, René Girard, vous avez été un inconnu dans votre propre pays. Je veux parler de la France. Vous aviez choisi, c'est vrai, de vivre aux États-Unis et vous y avez passé de longues années, longtemps. Et cela, malgré quelques beaux livres, enfin disons que les livres sont venus un peu après. Et je crois pouvoir dire que vous n'avez pas fait recette à ce moment-là, pour employer un mot assez vulgaire. C'est que vous ne faisiez aucune concession aux modes, et que d'ailleurs vous n'en faites pas plus aujourd'hui. Vous avez délaissé Freud et Marx, et vous avez préféré lire la Bible ou aller du côté de chez Proust, et cela pouvait paraître inquiétant à certains. Et puis, un jour, vous avez voulu donner votre pensée. Et cette fois-là, vous avez été reçu. Alors, cela vous paraît-il bizarre d'être reçu en France, dans votre pays, si longtemps après justement être parti, l'avoir quitté ce pays? D'abord, il faut dire que c'est une impression merveilleuse, n'est-ce pas, qui vient peut-être un peu tard dans ma vie pour me... Un peu tard, vous avez quel âge? Ah, j'ai 54 ans. Ça n'est pas tard, si? Écoutez, on ne sait jamais à quel point on en est dans sa vie, mais enfin, ce livre représentait pour moi non pas l'achèvement, mais la maturation d'un processus qui a commencé bien avant mon premier livre, n'est-ce pas, et qui trouve ici une expression plus complète et plus directe, sans doute qu'auparavant. Je voudrais d'abord donner les titres de vos précédents ouvrages. D'abord, je m'aperçois que le premier, c'était en 1961. C'est ça. Il y a déjà 17 ans. Il y a déjà 17 ans. Mensonge romantique et vérité romanesque. Ensuite, en 1972, il y a donc 6 ans, La violence et le sacré. Et puis cette fois-ci, ce qui pourrait paraître une suite, parce qu'une pensée se développe, des choses cachées depuis la fondation du monde. Et je dois dire, René Girard, que ce titre, ce livre, sont bien portés. Le livre a été bien reçu. Et il me paraît important qu'un livre de cette nature soit reçu de la sorte. Cela veut bien dire que les gens sont accueillants. À en juger par les lettres que j'ai reçues et par la presse, en effet, je découvre autour de moi un niveau de compréhension qui m'étonne, enfin, qui me ravit à beaucoup d'égards, n'est-ce pas? Car étant donné ce qui s'était passé auparavant, étant donné le climat intellectuel qui a régné, non seulement en France, mais dans l'Occident tout entier, pendant les 20 dernières années, je ne m'attendais pas à cela. J'ai l'impression qu'il y a en ce moment une conjoncture plus favorable, en France en tout cas, à la réception d'un livre de ce genre qu'auparavant. Vous parlez des intellectuels, vous vous méfiez des intellectuels, mais vous êtes un intellectuel vous-même. Oui, non, mais je ne veux pas donner l'impression que je me méfie trop des intellectuels, et je ne veux pas non plus donner l'impression que ma pensée est séparée de la pensée française des 20 dernières années. Vous savez, on n'attaque jamais que les gens à qui on attache beaucoup d'importance. Et en particulier l'œuvre de Lévi-Strauss, tout ce qu'on a appelé le structuralisme, etc., qui comporte certains côtés un peu déplaisants pour le public, un ésotérisme parfois irritant. Vous voyez, je crois qu'il y a là, malgré tout, des aspects très importants et des choses qui m'ont personnellement beaucoup servi et des développements spécifiquement français dans la pensée actuelle à laquelle je suis moi-même très attaché. Alors je crois qu'à partir des modes de pensée qui ont sévi pendant ces 20 dernières années, on peut poser à nouveau des problèmes qui ont été rejetés ou court-circuités par la période structuraliste où seul le langage comptait et certaines formes de nihilisme philosophique et intellectuel ont été soutenus, si vous voulez, par cette idée que seul le langage compte et le langage, en définitive, ne signifie rien. Vous voyez, alors ça, c'est le structuralisme pour la foule. Et René Girard, quels sont les grands courants de pensée de ces 20 dernières années? Ah ben, écoutez, en France, certainement, c'est ce structuralisme qui
est en quelque sorte la suite et en réaction lui-même contre l'existentialisme des années 50, contre la pensée de Jean-Paul Sartre et de Merleau-Ponty. On peut définir le structuralisme, parce que c'est vrai que ces mots sont passés dans le langage courant et parfois on les comprend mal. Écoutez, je crois que le structuralisme, avant tout, c'est non seulement la découverte que le langage est d'abord en rapport avec lui-même, plus qu'avec les objets dont il traite, et qu'il existe des méthodes pour analyser ce rapport du langage avec lui-même. C'est pourquoi le structuralisme est toujours très proche de certaines formes d'analyse littéraire. Mais le danger, évidemment, c'est qu'on oublie ce dont parle le langage, ou même on nie que le langage ait un rapport avec le monde extérieur, n'est-ce pas? Je suis obligé ici de m'exprimer très simplement, et je risque de fâcher certains philosophes. Mais je crois malgré tout que c'est ceci. Alors reprendre pied, ne pas négliger ces modes d'analyse qui sont très importants, mais montrer que justement certains aspects du discours culturel que tiennent toutes les sociétés, peut nous permettre de retrouver des rapports humains concrets, des formes d'événements qui restent saisissables. Mais René Girard, pourquoi avoir choisi, je ne dirais pas l'exil, mais pourquoi avoir choisi l'éloignement? Vous êtes, oui, pour moi, vous êtes aux États-Unis depuis 20 ans maintenant. Je suis aux États-Unis depuis, depuis 1947, c'est-à-dire depuis 31 ans. 31 ans. Pourquoi ce départ? Écoutez, je suis parti un peu au hasard. J'étais un ancien étudiant de l'école des Chartes. Vous êtes parti à 23 ans? À 23 ans, oui. Le type de carrière qui s'offrait à moi en 1947, dans la société française à l'époque, m'effrayait parce que, pour des raisons d'ailleurs souvent très, très vulgaires et matérielles, n'est-ce pas, je me voyais destiné à une existence très étroite, un peu sur tous les plans. Et j'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis pour 2 ans, et je ne croyais pas y rester. Et la vie universitaire américaine, les facilités qu'elle apporte, ont représenté pour moi quelque chose de très important et de très fondamental. On travaille mieux qu'en France? Je ne dirais pas qu'on travaille mieux qu'en France. Cela dépend aussi des vocations personnelles. Vous voyez, parce que j'ai une formation d'historien. Mon travail fondamental est lié aux sciences sociales. Mais malgré tout, mon départ intellectuel s'est fait par la littérature. Et les États-Unis m'ont permis de changer de spécialité. Il n'y avait pas, si vous voulez, aux États-Unis, ce rapport très direct et très étroit entre le diplôme et le type d'enseignement qu'on pratique. Alors j'ai pu m'orienter vers la littérature, enseigner dans des départements de littérature pendant des années, alors qu'au contraire, maintenant, je peux échapper à la littérature pour m'intéresser à l'anthropologie. Ces choses-là sont plus possibles qu'ici, où l'été, dans la mesure où la situation aux États-Unis aussi est très variable et on ne peut pas généraliser, mais nous avons vécu une période d'expansion prodigieuse et de liberté intellectuelle, je pense, aux États-Unis. Vous disiez tout à l'heure, René Girard, que vous aviez du temps. Vous avez combien d'heures d'enseignement par semaine? Oh, j'ai à peu près 4 heures d'enseignement par semaine. Par rapport à la France? Par rapport à la France, par rapport à l'université française, c'est à peu près la même chose. Ouais. C'est à peu près la même chose, mais écoutez, je ne m'intéresse pas beaucoup à l'administration. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens, de professeurs qui font de l'administration. Je me suis arrangé, si vous voulez, je me suis créé une situation... Vous vous êtes créé votre chance. Qui est très, très libre, oui. Et j'ai passé par des quantités d'universités. Je connais le continent américain beaucoup mieux que l'européen. Mais il m'est très difficile de comparer. Peut-être je serais resté en France, les mêmes choses se seraient produites. Il y a des gens qui en France ont des conditions de travail. Vous dépendez de la France. Vous n'êtes pas devenu américain. Je crois que j'ai la double citoyenneté, mais je suis citoyen américain. Ma femme est américaine et mes enfants sont très attachés à la France, bilingues, et s'efforcent de trouver des professions qui leur permettront de vivre entre la France et l'Amérique, mais sont plus américains que français. Mais en certains moments, on ne se dit pas, peut-être ai-je trahi mon pays? Non. Écoutez, je crois, alors, écoutez, vous posez la question du nationalisme. Alors oui, bien sûr. Oui, il vous tient à cœur. J'espère que ces questions-là auront de moins en moins d'importance dans notre univers. Enfin, s'il y a quelque chose de, si vous voulez, de très lié à ma pensée sur le plan éthique, enfin, c'est celui-là. Un jour, on pourra choisir sa nationalité. Je crois plutôt que de l'épouser. Espérons qu'il n'y en aura plus.
n'est-ce pas? Mais Plus de évidemment, frontières? plus de frontières, oui. Ça Plus n'est de pas un peu de nationalités. l'utopie? Alors, c'est certainement de l'utopie, mais en même temps, d'une certaine façon, est-ce que ce n'est pas déjà réalisé à certains niveaux? Enfin, est-ce que la course aux armements que nous vivons, d'une certaine manière, transcende les limites nationales? Je crois que les gens qui ont des responsabilités dans la non-utilisation, plutôt que dans l'utilisation de ces armements, savent bien aujourd'hui que la souveraineté nationale est limitée par la nécessité de perpétuer l'existence des hommes, des plantes et des animaux sur cette planète. S'ils continuaient à se conduire comme le Napoléon III de la dépêche d'Ems ou le Louis XIV de la prise de Strasbourg, il n'y aurait littéralement plus de vie possible sur la Terre dans quelques années. Je crois que les hommes qui ont des responsabilités au plus haut niveau, si vous voulez, ont aujourd'hui forcément conscience de ceci, même s'ils se font élire pour de toute autre raison. Je voudrais savoir quelle a été votre formation universitaire. Vous parliez de l'école des Chartes. Ah oui, c'est ça. Alors, je suis ancien élève de l'école des Chartes. Mon père était lui-même chartiste. De quelle région? Avignon, Avignon, oui. Conservateur du Palais des Papes, d'ailleurs. Ah, déjà, alors. Oui, Déjà lancé un peu. très facile à identifier comme Oui. travail. Déjà une forme d'imitation. Peut-être. Mon désir premier était de faire l'école normale supérieure, mais pendant la guerre, il fallait ne pas vivre chez soi. À partir d'Avignon, j'ai essayé à Lyon en 1941. Je crois, j'ai trouvé la vie extrêmement pénible. Alors je me suis replié sur Avignon. Et je me souviens, mon père m'a dit, tu pourrais préparer l'école des Chartes à la maison, n'est-ce pas, avec tout ce que cette expression à la maison représentait à ce moment-là. Et j'ai préparé l'école des Chartes et j'ai réussi au concours. Ensuite, j'ai vécu à Paris quelques années très, très pénibles à la fin de la guerre. Et c'est après cette période-là qui m'a peut-être un peu traumatisé que je suis parti aux États-Unis, parce que je sais, mes premiers retours à Paris, j'avais toujours une espèce de pincement de cœur. Vous savez, cette ceinture parisienne, l'arrivée en train, les taudis de la ceinture parisienne qui me causait en moi toujours une espèce de crainte. C'est un traumatisme. Un traumatisme, oui, qui a disparu avec l'avion, avec la vie actuelle, la vie moderne, ce qui fait que je ne suis pas du tout opposé à beaucoup de ces bouleversements qui se produisent autour de nous. Mais René Girard, le seul fait de partir pour les États-Unis, c'était un coup d'audace que vous ont dit vos parents. Ils ont compris? Un mélange d'audace et de timidité. C'est vrai, vous partiez pour 1 an, 2 ans, ça n'est pas grave. Je partais pour 2 ans, oui. Oui. Puis alors, au bout de 2 ans, j'ai compris que j'allais rester, n'est-ce pas, si je trouvais un travail universitaire, et c'est ce qui s'est produit. Vous avez décidé à ce moment-là de rester aux États-Unis. Donc vous avez quand même été j'ai pas- séduit par ce pays. Oui, oui, j'ai été séduit par les États-Unis. J'ai été séduit par Il est très difficile, lorsqu'on parle des États-Unis, de dire... si on se place au niveau du détail, tellement de choses européennes sont plus délicates, plus raffinées, enfin ça va de la nourriture à des tas de choses. Mais en même temps, je crois aux États-Unis, il y a d'abord l'espace. Si vous avez l'impression d'avoir plus de place. D'avoir plus de place partout, qui au fond est quelque chose d'essentiel. Mais à l'époque, évidemment... L'espace et le temps. L'espace et le temps, oui. Puis alors aussi l'impression d'être en vacances perpétuelles, d'être dans un univers où l'on est contrôlé et discipliné par personne. Ça, ce sont des histoires de famille. Je veux dire, les Américains se sentent ont cette expérience en Europe. Je crois que si vous voulez, l'exil, si vous voulez employer ce mot, bien qu'il me paraisse peu valable pour moi, Oui. n'est-ce pas, vous fait vivre dans une société où les hiérarchies, si vous voulez, n'ont pas de caractère sacré pour vous. Voilà, au fond, la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? L'homme qui a une position très importante n'est pas plus inquiétant que celui qui est à côté de vous. Alors, au fond, certains gestes nécessaires pour travailler, si vous voulez, se faire une position dans la vie, à mon avis, sont plus faciles dans un pays étranger. Et ça dépend sans doute aussi des expériences personnelles. Vous avez eu un problème de langue? Ah oui, assez. D'expression, de communication? Pendant pas mal d'années, mais maintenant j'écris en anglais aussi. Aussi facilement qu'en français? Aussi facilement, je dirais plus facilement, parce qu'en français, un français qui a été élevé au lycée, un français de ma génération reste
lié aux craintes et aux complexes linguistiques de gens comme André Gide, vous savez, qui n'écrivait pas une ligne sans consulter le lettré. Je crois que j'ai un peu échappé à ça. Mais en commençant à écrire en anglais, l'anglais est d'une liberté telle, n'est-ce pas, et permet des choses sur le plan syntactique. C'est les premières années où j'écrivais en anglais, je demandais à ma femme, etc., est-ce que ceci est correct, n'est-ce pas? Mais le mot correct, au fond, n'avait presque pas de sens pour eux, vous voyez. Alors, on le voit bien aujourd'hui dans ces débats sur la pureté du français, vous voyez, où le français se sent lui-même comme une espèce de récipient bien étanche qui ne doit pas recevoir d'apports de l'étranger. Je sais que certains apports venus de l'anglais aujourd'hui sont peut-être excessifs, mais je crois aussi qu'il y a une attitude là de fermeture sur soi qui paraît un peu ridicule aux Américains en particulier, qui accueillent tous les mots français sans hésiter. René Girard, vous regardez la France d'un peu loin maintenant, c'est-à-dire vous avez pris de la hauteur, vous êtes en altitude. Oui et non, parce que je passe l'année en France, et j'ai passé pas mal d'années. Oui, mais quand même, vous avez une autre vision. Avez-vous l'impression que la France a perdu de son prestige? Alors, écoutez, la France a le prestige des siècles passés. La France a forcément perdu de son prestige au moment de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas, la défaite et toute cette période terrible qui, je crois, nous a tous traumatisés. Et mon départ est peut-être une forme de ce traumatisme. Je crois que ces dernières années, ce traumatisme a plus ou moins disparu. Enfin, il s'est produit quelque chose d'essentiel. Les Français ne me donnent plus du tout l'impression qu'ils me donnaient à la fin des années 50 ou au début des années 60, où les choses allaient beaucoup mieux matériellement, mais psychologiquement, il restait beaucoup de choses de cette époque. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus du tout, n'éprouvent plus ce malaise, si vous voulez, devant les grands triomphateurs de la génération précédente. Vous voyez, les Russes et les Américains qui étaient caractéristiques, je pense, de la France des années 50. Lorsque vous êtes en France aujourd'hui, vous y passez de longs mois, vous retrouvez votre terre et vous avez dû retrouver Avignon, vous donnez-vous l'impression d'être une personne déplacée dans votre propre pays? Ah non, et de moins en moins, parce que... C'est cela le choc. Je crois qu'il y a vraiment d'abord des différences qui s'estompent de plus en plus, la manière de vivre. Puis alors, plus les voyages se multiplient, plus l'impression de changer de pays disparaît. D'abord, plus les barrières diminuent. Enfin, les gens n'estampillent plus votre passeport. La rapidité aussi des voyages. La rapidité extraordinaire des voyages. La plupart des symboles, vous voyez, qui disparaissent. Alors, il me semble que ça, c'est quelque chose de peut-être de très positif, de très négatif, parce qu'on se soucie tellement des différences à notre époque, on les valorise, etc. Souvent de façon qui me paraît artificielle et dangereuse. Pourquoi, n'est-ce pas, insister tant sur la différence? Je crois que les vraies différences sont celles qu'on ne connaît pas soi-même. Vous voyez, lorsqu'on est vraiment soi-même, on ne cherche pas à différer de qui que ce soit, parce que chercher à différer, moi, ça me ramène à mes thèmes, c'est toujours imiter quelqu'un. Et c'est le mimétisme. C'est le mimétisme, parce qu'on cherche toujours un modèle d'originalité. Alors là, la contradiction est déjà là. Vous voyez, on copie, et les grands écrivains ont toujours su ça. Cervantes nous montre un Don Quichotte. Don Quichotte, nous avons fait un héros original. Vous voyez, alors c'est parfaitement comique, car Don Quichotte est avant tout pour Cervantes un personnage ridicule, un personnage qui imite des modèles qui n'ont pas de rapport avec la vie réelle de son temps. Bien sûr, c'est un homme très sympathique, mais c'est un homme, comment dirais-je, qu'aujourd'hui, on dirait que c'est un homme des médias. Vous voyez, mais en fait, il n'y a pas besoin de médias. Des gens comme Shakespeare et Cervantes, à mon avis, étudient les problèmes dont on parle aujourd'hui à propos des médias, comme s'ils apparaissaient à cause de la télévision ou de la radio. La radio et la télévision ne font qu'amplifier des mécanismes psychiques ou leur donner, si vous voulez, un rythme beaucoup plus rapide. Enfin, imiter quelqu'un, c'est s'installer tout de suite à ses côtés et c'est faire un commencement de guerre. Enfin, du moins, disons, un départ de la violence. Je pense que oui, je pense que c'est là où ma théorie de l'imitation est très différente de la théorie classique, en particulier celle qui vient de Platon et d'Aristote. Platon nie formellement que l'imitation soit une conduite d'appropriation. À partir du moment où on voit que l'imitation est une conduite d'appropriation, je cherche à m'approprier une mode, mais aussi d'abord un objet, nourriture, un objet sexuel, etc. La rivalité avec mon modèle devient inévitable, n'est-ce pas? Alors je crois que Platon n'a jamais dit ça, et qu'à sa suite, si vous voulez, on a toujours suivi, et on a une théorie de l'imitation qui reste très superficielle et qui néglige le côté conflictuel de l'imitation. Vous citez d'ailleurs Aristote, et vous le citez souvent, l'homme diffère des autres animaux en ce qu'il est le plus apte à l'imitation. C'est ça.
Aristote et Platon ont mis tout de suite l'accent sur l'imitation, c'est très important, mais ils nous en donnent une définition qui reste mutilée, n'est-ce pas? Ils ne voient dans l'imitation, si vous voulez, que l'imitation, après que les mécanismes culturels soient enclenchés et fonctionnent normalement, c'est-à-dire une imitation qui canalise les gens vers des formes d'imitation non conflictuelles. Mais René Girard, vous pouviez prévoir que vous deviendrez un homme que l'on suit, un penseur comme les plus grands. L'humilité en prend un coup dans une affaire comme celle-là. Alors, écoutez, pas du tout. D'ailleurs, vous exagérez peut-être un peu la. Moi, je parle après les autres. Vous savez, de mon travail. J'ai lu tout ce qui a été écrit sur vous, et moi personnellement, j'avoue que peut-être il faudrait que je fasse attention avant de donner un jugement. Mais je lis après beaucoup d'autres qui sont des philosophes, qui sont des penseurs, qui sont des humanistes. Alors, se rend-on compte de ce que l'on écrit, de ce que l'on fait, de ce que l'on travaille? Alors, écoutez, si dans mon expérience personnelle, j'ai l'impression d'avoir une intuition peut-être unique, vous voyez, de tourner autour du même pot toujours, mais qu'il s'agit d'une intuition fondamentale. Et je distingue, ou j'essaie de distinguer entre cette intuition-là, ce qu'elle appelle, ce qu'elle exige, ce qui me demande des années à développer, et les opinions que je puis avoir en dehors de cette intuition. Mais quelle est l'intuition fondamentale? Je crois que l'intuition fondamentale... Moi, je voudrais la regarder, la voir. Si vous voulez, c'est l'intuition de ce mimétisme conflictuel, et le fait qu'il devrait rendre la culture humaine impossible. N'est-ce pas, dans la mesure où le mimétisme, qui est perçu justement par tous les hommes comme le mécanisme de la culture, le mécanisme de l'apprentissage. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de transmission culturelle sans imitation. Chez les hommes, l'imitation atteint un niveau d'intensité dans l'acquisition et dans la rivalité, un niveau d'intensité tel qu'il doit provoquer des conflits, et ces conflits peuvent être insurmontables, c'est-à-dire peuvent déboucher sur la mort. Je ne crois pas du tout à l'instinct de violence dont on parle aujourd'hui. Alors, comment se fait-il qu'il y ait une culture humaine? Alors, la réponse à cette question, comment se fait-il qu'il y ait une culture humaine? Je pense que c'est ce mécanisme de la victime émissaire qui explique en même temps pourquoi la culture humaine n'a aucun rapport, ou plutôt a des rapports, mais est très différente des cultures animales. Tout passe, tout est médiatisé, comme diraient les philosophes, par cette victime qui devient sacrée et qui devient, si vous voulez, le pivot de toutes les institutions culturelles. Lorsqu'on a des interdits, c'est la victime qui interdit les formes de rivalité, n'est-ce pas? Et alors ces formes se figent et acquièrent une solidité. Lorsqu'on fait des rites, on sacrifie à nouveau cette même victime. Donc il faut toujours trouver un coupable. Au niveau religieux, la question peut-être ne se pose même pas comme cela, n'est-ce pas? Il y a une espèce... Peut-être ce qui est très difficile à rendre, dans mon avis, c'est qu'au niveau du religieux, ces mécanismes sont si radicaux et si essentiels qu'ils ne se produisent pas au niveau de la justice et du jugement, n'est-ce pas? Et que les hommes ont l'impression d'être le jouet du sacré. Vous voyez, alors ils recommencent toujours des gestes qui leur sont en quelque sorte dictés vers le sacré. Et je crois que ce mécanisme de la victime émissaire creuse littéralement des sillons que les hommes creusent eux-mêmes, bien sûr, mais ils cherchent à imiter ce mécanisme qui les a sauvés de la violence, n'est-ce pas? Alors là, on ne peut pas les juger coupables, ils ne cherchent pas à juger quoi que ce soit, ils sont écrasés par une expérience qui les dépasse. Mais une expérience qui, évidemment, les entraîne vers les formes culturelles que nous connaissons nous-mêmes, à mon sens. René Girard, dans votre pensée, pas de Freud, pas de Marx, écoutez, pas de mode, donc vous êtes un provocateur. Non, mais pas de Freud. Pas de Freud, pas de Marx, c'est très excessif. Parce que j'ai l'impression, si vous voulez, que des gens comme Freud et comme Marx, même dans leur attaque contre le religieux, ont joué un rôle essentiel dans notre culture. Et loin de moi la pensée, si vous voulez, de les effacer entièrement de la carte culturelle. N'est-ce pas? Je cherche des modes de pensée qui réconcilieraient justement l'athéisme moderne, le nihilisme moderne, avec le profond courant chrétien qui nous entraîne depuis 2 millénaires, n'est-ce pas? Et à mon avis, est au fond le même. Enfin, le malentendu, précisément, le nœud du malentendu, c'est cette question du sacrifice. Je crois que les penseurs athées sont ceux qui ne veulent plus d'une culture sacrificielle et qui voient très bien que la lecture que nous avons donnée du christianisme reste sacrificielle. Mais alors, si vous voulez, ils embarquent
pour employer une expression sacrificielle anglaise qu'on traduit toujours à notre époque, ils jettent le bébé avec l'eau du bain. Une expression affreuse d'ailleurs, parce que lorsqu'on la traduit d'une langue dans l'autre, les Américains précisément l'utilisent et les trésusés ne l'entendent pas. Mais en français, on l'entend. Et son sens meurtrier, n'est-ce pas, atroce, apparaît, mais elle n'en a que plus de valeur. Et si vous voulez, la volonté de coupure absolue de certains modes de pensée de la fin du 19e et du début du 20e, avec la tradition, en particulier la tradition chrétienne, je ne veux pas la récuser complètement, n'est-ce pas, elle a du bon, n'est-ce pas, parce que d'une certaine manière, elle est radicalement chrétienne. De même, la volonté de perpétuer la tradition, il ne faut pas croire que ce sont seulement des gens qui veulent maintenir leurs privilèges, etc. Ce sont des gens qui craignent, n'est-ce pas, qui sentent très profondément qu'il y a dans la tradition quelque chose de valable. Mais je crois que les deux, d'une certaine façon, sont conciliables et que la lecture non sacrificielle du christianisme devrait révéler ceci. C'est pourquoi... Mais vous recommandez plutôt la lecture de la Bible. Ah oui, je pense. Mais enfin, ce que je disais là, c'est pour dire que ma pensée est peut-être provocatrice superficiellement, mais je crois que ce n'est pas une pensée qui cherche à diviser profondément, ou une pensée qui cherche à irriter, n'est-ce pas, mais une pensée, et non pas non plus une pensée qui cherche à unir, mais une pensée qui est vouée, si vous voulez, à certaines formes d'unité, du fait même que sa lancée l'entraîne vers cette lecture non sacrificielle qui, à mon avis, devrait réconcilier tout le monde, mais enfin, la réconcilier. René Girard, l'homme est donc le seul être vivant qui tue volontiers son semblable, et vous ajoutez d'ailleurs avec le rat. Mais alors à ce moment-là, on peut être pris par la honte, on peut être pris par la nausée, parce qu'on serait tenté de croire que la culture, le savoir sont un mal. Alors, écoutez, là, à nouveau, les choses sont très très compliquées. Mais tout est compliqué. Tout est compliqué, puisque ce qui permet à l'homme, précisément, de ne pas tuer son semblable, c'est ce rassemblement mimétique sur la victime unique, n'est-ce pas? Sur le bouc émissaire. Sur le bouc émissaire, qui va dicter certaines formes culturelles. Alors, tout passe par la violence. Et la violence sacrée, la violence des institutions primitives, ou la violence encore judiciaire à notre époque, est toujours un effort de moindre violence, n'est-ce pas? Et qui permet d'évacuer certaines formes de violence pire. Alors je crois que nous entrons dans une société, et c'est une chose excellente, c'est une chose terrible et une chose excellente, où ces mécanismes ne fonctionnent plus. C'est-à-dire, nous sommes voués à la non-violence. Lorsque je dis ceci, il y a des gens qui disent une philosophie suspecte de l'amour, etc. Mais ce n'est pas vrai. Il est bien évident que dans le domaine des armes atomiques, on est dans le domaine du tout ou rien. Autrement dit, à ce niveau-là, on ne peut plus avoir de petites violences, vous voyez, qui évacueront la grande violence. Même les gens qui vous disent le conflit du Vietnam, tout ceci, n'est-ce pas, c'est une manière indirecte pour les Américains et les Russes de se battre. C'est vrai sans doute, mais peut-être ce n'est plus possible. Peut-être il n'y aura plus de guerre du Vietnam. Autrement dit, on va être de plus en plus coincé, n'est-ce pas, par le caractère excessif, le caractère apocalyptique des armes que nous créons. Alors la plupart des hommes vivent ceci comme une chose atroce, oui, comme une chose purement négative. Mais en même temps, c'est une chose très bonne. C'est une chose très bonne, mais pas une chose très bonne seulement par hasard. N'est-ce pas? C'est une chose très bonne parce que c'est peut-être la mise en place de formes sociologiques qui sont gouvernées par la présence des textes religieux qui, nous disant la vérité sur le sacrifice et les mécanismes de la violence, empêchent littéralement peu à peu ces mécanismes de fonctionner. Donc dès le départ, tout est bien fait. Dès le départ, tout est bien fait. Moi, j'ai l'impression que les choses sont très bien faites. Ce qui est mal fait, si vous voulez, c'est... il y a beaucoup de mauvaises choses en nous. Mais je crois que, malgré tout, il y a quelque chose d'extraordinairement bien fait dans le mal fait des rapports humains, n'est-ce pas, où les formes de désintégration culturelle que nous vivons sont aussi des chances extraordinaires. Par exemple, nous sommes capables de lire l'impossibilité de la vengeance aujourd'hui. Aucune autre société n'a eu cet avantage. Par conséquent, nous devrions avoir les armes atomiques présentes à l'esprit perpétuellement. N'est-ce pas? C'est quelque chose de merveilleux. D'ailleurs, il y a des gens qui s'en rendent compte, qui le disent incidemment. J'ai lu un livre dernièrement qui disait, on dirait que les armes atomiques dans notre univers sont là pour nous rappeler l'existence de la loi qui dit « tu ne tueras point ». Mais je supprime le « on dirait que ».
C'est le mal fait je du crois. bienfait. C'est le mal fait du bienfait, n'est-ce pas? Il est évident, c'est pour nous un avantage prodigieux. Alors, je crois que le dangereux dans notre société, c'est de penser nous vivons une histoire comme les autres, n'est-ce pas? Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. À l'époque de Valérie, on a répété ça. Et alors, la mort de notre civilisation est une mort comme les autres. D'abord, nous ne mourrons pas, parce que bien sûr, il y a des formes de décadence extraordinaires, mais tout renaît toujours autour de nous. Moi, ce qui m'effare à Paris, précisément, c'est la vitalité prodigieuse. Je viens de passer par le 16e, qui aujourd'hui a l'air plus vieux que le quartier des Halles, qui à l'époque où j'étais étudiant n'était qu'un ramassis de taudis affreux, n'est-ce pas? Alors les choses ressurgissent sur elles-mêmes, et bien souvent les gens qui restent là ne s'en rendent pas compte. Mais vous venez de dire on ne meurt jamais, donc vous estimez que vous aurez d'autres vies, vous, personnellement, René Girard? Ah, moi, si vous voulez, je suis croyant, enfin sur le plan chrétien. Je crois, si vous voulez, le texte évangélique m'a donné de telles preuves de sa puissance sur le plan anthropologique dans des domaines qui paraissent très éloignés de sa force spécifique qu'on a conçue comme trop étroitement religieuse, avec tout ce que le mot religieux signifiait depuis 100 ans. Si vous voulez, que je fais d'abord confiance à ce texte. Vous voyez, ma confiance est là. Alors, c'est peut-être l'élément de foi, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression qu'il va devenir de plus en plus facile de croire dans notre univers, et que le véritable problème est toujours celui de la foi et de l'intelligence, enfin, tel que l'ont posé les pères de l'Église. Mais qu'aujourd'hui, certains secteurs de la pensée qui paraissaient radicalement séparés du texte chrétien pénètrent à nouveau dans son orbite, ou se révèlent. Non, enfin, ils pénètrent, ils ont toujours été là, mais nous ne pouvions pas les voir, n'est-ce pas? Et ce n'est pas nous qui éclairons le texte chrétien, c'est le texte chrétien qui éclaire l'histoire. Donc tout a déjà été écrit. Tout a déjà été écrit, mais enfin là aussi, il ne faut pas exagérer. Non, non, parce que ce n'est pas une destinée. Si vous voulez, le texte évangélique dit « vous comprendrez de mieux en mieux ». Autrement dit, il y a une histoire, où l'histoire, c'est toujours la collaboration de Dieu et des hommes. Autrement dit, Dieu ne peut jamais se passer des hommes sur un certain plan. Enfin, il a moins besoin de nous que nous n'avons besoin de lui. Mais vous êtes optimiste, alors. Vous parlez de la violence, je vous crois la condamnez, mais vous savez qu'elle n'ira pas plus loin. Ah non, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Peut-être demain, les hommes vont se détruire complètement. Mais à mon avis, seuls les chrétiens peuvent tolérer cette idée. Ce qui me paraît le plus inquiétant dans notre univers, c'est la convergence de certaines formes de nihilisme radical, avec la possibilité de tout détruire. Je suis très content que M. Brejnev parle de ses petits-enfants avec M. Carter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si M. Carter et M. Brejnev n'avaient lu que certains écrits contemporains, si vous voulez, sur la nullité de toute chose, ils seraient plus inquiétants encore qu'ils ne le sont. Autrement dit, je crois que les possibilités pour l'homme de se détruire sont parfaitement réelles. Je crois que la vraisemblance est de l'autre côté, n'est-ce pas? Les hommes ne sont pas détruits, ils ne vont pas se détruire. L'histoire va continuer, mais le danger est parfaitement réel, et les hommes sont libres de faire ceci ou de faire cela. Nous ne savons pas ce qu'ils allont faire. Et nous qui dépendons, n'est-ce pas, de tas de gens, je crois justement que s'il n'y a pas aujourd'hui de valeurs transcendantes dans la vie, le désespoir et l'angoisse des gens qui sont le jouet de forces si formidables pourraient devenir tels qu'en lui-même, il pourrait amener le pire. N'est-ce pas? Autrement dit, pour continuer. Aujourd'hui, si vous voulez, tout ce qu'on a dit sur la religion, même les choses les plus ridicules, si Dieu n'existait pas, il fallait l'inventer, deviennent vraies au niveau le plus littéral, vous voyez, de la survie de l'humanité, parce qu'il me semble que seuls les chrétiens, ou seuls les croyants, des gens qui pensent qu'il y a autre chose ailleurs, n'est-ce pas, peuvent agir dans le monde de façon à préserver ce monde. Parce que pensez par exemple à l'homme qui peut pousser le bouton atomique, il a un cancer incurable, il va mourir demain. Pourquoi ne pas emporter le monde entier? Un geste esthétique admirable, vous voyez? Alors, pour empêcher ceci, il est bien évident qu'il faut une référence absolue, n'est-ce pas? Et il me semble que penser cela, c'est tout de suite voir le caractère naïf des pensées les plus nihilistes aujourd'hui, le caractère radicalement naïf et absurde. On en revient quand même, René Girard, à l'imitation, parce que la recherche de nouvelles armes
c'est le beau et le mauvais résultat de l'imitation. C'est le problème des petits chefs qui s'imitent entre eux. Bien sûr, c'est l'escalade, n'est-ce pas, tous ces mots admirables qu'on a découverts. Alors, Oui. des hommes qui recherchent la puissance et la gloire, c'est-à-dire la mort. Bien sûr, la mort, oui. Euh, et en même temps, des mécanismes sont en place. Alors la violence devenant de plus en plus excessive, elle est littéralement inutilisable. Vous voyez, parce que les hommes qui font ceci ont malgré tout un projet, n'est-ce pas? Par conséquent, ils pensent à l'avenir. Par conséquent, ils ne vont pas le faire puisque l'utilisation de ces armes détruit immédiatement tout projet. René Girard, pour revenir à la littérature, d'ailleurs on ne la quitte pas parce qu'elle est présente partout, vous avez enseigné, vous enseignez aux États-Unis. Quels sont les goûts des jeunes Américains? Quels sont les auteurs français qu'ils recherchent, qu'ils aiment, ou du moins qu'ils connaissent? Ah ben, il y a des écrivains qui fonctionnent très bien, il y en a d'autres qui fonctionnent très mal. Je ne veux pas répondre trop vite parce que c'est dangereux. Ça dépend aussi, est-ce qu'on enseigne en français des gens qui connaissent bien le français, et qui ont des goûts très élargis, et souvent très semblables aux nôtres, influencés par les modes de Paris, ou est-ce qu'on enseigne en anglais? À l'époque où je suis arrivé aux États-Unis, il y avait certains livres français qui étaient des livres de base, vous voyez, comme Les Misérables de Victor Hugo, c'est quelque chose qui avait une diffusion. Alors là, on se rend compte ce qu'ont été ces géants du 19e siècle, le fait que les Misérables, c'était vraiment un peu la Bible de l'humanité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça n'existe plus. D'ailleurs, les Américains, il y a 20 ans, les jeunes Américains connaissaient encore la Bible parce qu'ils allaient à ces Sunday schools. Vous voyez, la tradition protestante est très, très forte. C'était leur culture, c'était l'équivalent de l'Iliade et l'Odyssée dans la tradition de la contre-réforme, n'est-ce pas, qui est très classique. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Quoique les Américains recommencent à lire la Bible, parce qu'il se passe des choses sur le plan sociologique et religieux extraordinaires, dont on parle à peine. Hein. Vous voyez, mais alors, il y a la question des traductions. Et par exemple, Proust est très bien traduit, il passe très bien. Moi, je n'enseigne pas que la littérature française. Dostoïevski passe très bien. Mais des écrivains très français qui me sont très chers, comme Gérard Nerval, sont beaucoup plus difficiles à imposer. Le classicisme français, la traduction en anglais de Racine ne donne absolument rien. Molière, ou peut-être parce qu'il n'y en a pas de vraiment réussi. Alors là, c'est très difficile d'enseigner la littérature française à des gens qui ne parlent pas le français. Le 19e siècle est beaucoup plus facile. Mais il y a le 20e siècle, il y a les auteurs vivants, ceux que l'on côtoie, ceux qui existent. Ils sont connus, ceux-là? Alors, il y a eu Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, il y a eu une période sartrienne, une période Camus, n'est-ce pas, très importante. Il y a eu une vogue immense. Il y a, je crois, en ce moment, une période Camus. Il y a encore une période Camus, mais enfin, elle est un peu sur son déclin. Le déclin est peut-être un peu moins avancé qu'ici. D'ailleurs, il y aura des renaissances peut-être de Camus, mais c'est moins important, il me semble. Puis alors, sous l'influence du structuralisme, toutes ces idées, les Américains eux-mêmes ont l'impression que leur propre humanisme est devenu un peu ridicule. Je veux dire, les jeunes tendent à s'en écarter. En même temps, ils ont toujours les mêmes aspirations. Et, je dirais c'est très divers et c'est pas si différent de la France que cela. Et maintenant que l'on dit que René Girard a une vraie pensée, peut-être les Américains vont-ils vous découvrir et vous regarder à leur tour d'une manière différente, car ces livres que l'on connaît en France, comme le dernier, Des choses cachées depuis la fondation du monde, sont sans doute traduits aux États-Unis. Oh, j'espère que ce dernier livre le sera. Mon livre de 1972, La violence et le sacré, a été traduit seulement cette année. Le premier livre a été traduit, Mensonge romantique, en 1967-68. Vous voyez, un décalage malgré tout considérable, parce que d'abord ces traductions prennent beaucoup de temps. Et c'est très difficile de... Ma diffusion aux États-Unis est restée très universitaire. Mais la diffusion universitaire aux États-Unis est une diffusion plus vaste qu'en France, parce qu'il y a tellement d'universités. Alors il y a ce qu'on appelle les presses universitaires, qui sont beaucoup plus nombreuses, et qui arrivent ici au tirage des essais qui ne se vendent pas très bien, mais qui se vendent quand même un peu, vous voyez, qui se vendent à 4-5 000 exemplaires, ou des choses comme ça. Mais les Américains savent-ils qu'en France, vous faites en ce moment votre chemin? Oh, je pense qu'il y en a qui le savent. Vous voyez, tous ceux qui suivent la presse française, etc., qui le savent ou qui le sauront. Ça va vite, la rumeur. Hein?
Ah oui, enfin dans nos milieux, si vous voulez, on parle beaucoup de ces choses-là. Mais enfin là, c'est très difficile pour moi de dire ceci. Et nous entrons à nouveau dans cet univers de comparaison et d'évaluation. D'imitation aussi. D'imitation, oui, qui est si inquiétant. Vous avez l'impression, René Girard, d'avoir suivi le bon chemin. C'est ce que vous pouviez prévoir au commencement, c'est-à-dire lorsque vous aviez 23 ans, que Paris vous ennuyait, que la France n'arrivait pas à vous convaincre et que vous décidiez tout d'un coup de partir pour les États-Unis? Écoutez, absolument pas. Parce que d'abord, c'est seulement à partir de 28, 29, 30 ans peut-être que je me suis intéressé aux problèmes qui m'intéressent. Je crois que j'étais un jeune homme assez insupportable. Et un peu aux États-Unis, ce qu'on appelle le français professionnel. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire un français, si vous voulez, qui s'enveloppe de certains attributs culturels, la supériorité de la culture française, du goût français, du foie gras, etc. N'est-ce pas? Je crois c'était peut-être un mécanisme de défense aussi face à la puissance incroyable des États-Unis en 1947. Mais enfin, là, j'ai beaucoup d'autocritique à faire et peut-être l'observation personnelle, l'introspection a joué un rôle dans mes thèmes psychologiques. Mais vous avez changé? Vous n'êtes plus un Français professionnel? Ah, écoutez, j'espère que je ne le suis plus, ou si j'ai envie de l'être, peut-être j'espère que je ne suis ni un Français professionnel en Amérique, ni un Américain professionnel en France. Mais on ne sait jamais, vous voyez ce que je veux dire? Parce que, d'abord, il faut se méfier de soi. Puis alors, les gens qui agissent d'une certaine manière, vous voyez, moi, la psychologie purement individuelle m'inquiète. Si vous vous conduisiez à mon égard d'une certaine façon, disons, provocante, etc., il est bien évident qu'aussitôt mon ton changerait. Les problèmes de réciprocité entre les hommes sont très, très, très importants. La politesse est une forme de réciprocité. Mais si nous nous refusons la politesse, si je refuse de vous serrer la main, vous refuserez de me la serrer. Alors je vous refuse de vous serrer la main pour différer de vous. Mais aussitôt, vous faites la même chose. Et alors, nous ne différons plus à nouveau. Nous sommes identiques dans l'hostilité. Alors, je crois que tout le problème de la violence, c'est là. Plus on devient... plus on s'enfonce, si vous voulez, dans le cercle de la violence et du conflit, plus on croit différer de son antagoniste, et en réalité, plus on lui ressemble. D'ailleurs, par rapport à la politesse, une bonne part de ce que nous appelons la politesse, dites-vous dans le livre, consiste pour chacun à s'effacer devant l'autre pour éviter les occasions de rivalité mimétique. Donc, lorsque nous sommes polis, élégants, nous savons inconsciemment que nous voulons être des non-violents. Je crois, ou nous le savons même consciemment. Mais alors, ce désir de s'effacer peut devenir lui-même rivalité. Ouais. Vous avez cette institution extraordinaire du nord-ouest américain qui s'appelle le potlatch, où littéralement des tribus, face à face, détruisent tous leurs biens dans une espèce d'ivresse, de rivalité, d'autodestruction que les hommes ne comprennent pas, mais qui est exactement comme deux hommes qui s'effacent tellement devant la même porte qu'ils finissent par ne plus passer, ou alors ils se décident en même temps et l'accident survient. Vous voyez, alors là, il y a un ridicule, un comique qui peut être aussi tragique. Mais peut-on décider d'un commun accord dans un même sens, par exemple la révolution culturelle en Chine? Ah, écoutez, alors sur la pour recommencer, pour inventer un autre monde. Est-ce qu'on peut... Alors, je crois justement que les pays de l'Est, ici, posent des problèmes extraordinaires. Les formes de transcendance sociale traditionnelle dans ces pays ont disparu, sont remplacées par des formes idéologiques. Ce qui me frappe dans les procès politiques, style procès des années 30 en Russie, ou condamnation à notre époque, c'est le désir de faire dire au coupable qu'il est lui-même coupable. Pendant longtemps, je me suis demandé ce que ça pouvait vouloir dire. Et je crois que c'est vraiment le désir de refaire l'unanimité sociale, c'est-à-dire la victime émissaire elle-même doit être d'accord. Si vous prenez un mythe comme le mythe d'Oedipe, Oedipe croit à sa propre culpabilité, bien qu'il ne l'a jamais éprouvé, qu'il n'a pas fait exprès, etc. Autrement dit, on entre dans le sacré. La perspective de la victime émissaire devient la vérité du mythe. Personne ne peut la mettre en question. Peut-être dans les sociétés totalitaires, ce type de procès, c'est la même chose. Il faut littéralement qu'il n'y ait pas d'autre voie. La voie d'Antigone est très importante, même si Antigone n'est qu'une petite fille, parce qu'elle s'oppose, elle dit à Créon, ce que tu dis n'est pas vrai. Et il suffit qu'elle soit là pour détruire cette unanimité qui est très importante. Alors à partir du moment où certains mécanismes sociaux
que j'appellerais transcendant, et je veux dire la justice, le prestige sacré de certaines fonctions. À partir du moment où il est détruit, on risque d'entrer dans un univers où l'oscillation entre le désaccord radical de tous les éléments sociaux et une unanimité très rigide, vous voyez, devient très inquiétante. Je crois que le totalitarisme, c'est ça. Alors, René Girard, il faut trouver une fin, donc un commencement. On invente donc une victime, on peut l'appeler Oui. bouc émissaire. Il y a souvent meurtre de la victime. À ce moment-là, pour sauver la paix, l'innocent peut être divinisé, parce qu'il faut diviniser l'innocent. Oui, je crois que cette Et le divinisation... bourreau devient roi. Oui et non. Je crois, si vous voulez, que cette divinisation est un mécanisme qui se produit automatiquement. Les hommes se rassemblent sur une victime, donc ils la croient tous coupable. Donc elle a commis cette faute qui caractérise même le héros tragique dans la tragédie classique. Mais à partir du moment où, la considérant tous comme coupable, ils se réconcilient contre elle, et ils se découvrent réconciliés, ils se disent « cette victime nous a réconciliés, donc cette victime est divine ». Autrement dit, ils ne comprennent pas littéralement ce qui s'est passé. Le mécanisme de la victime émissaire à ce mécanisme-là n'est pas un mécanisme de mensonge. Si vous voulez, c'est la seule interprétation possible de ce qui s'est passé pour des hommes extrêmement, disons, simples pour faciliter les choses. N'est-ce pas? Autrement dit, si vous vous dirigez vers une communauté très arriérée, où certaines formes de violence collective se sont déroulées, ce qu'on vous dira à vous, enquêteurs, journalistes, qui voulez savoir ce qui s'est passé, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas nous avons tué une victime innocente en croyant qu'elle était coupable. C'est nous avons tué une victime coupable. Et cette victime coupable était peut-être aussi, jouissait de pouvoirs extraordinaires. Et maintenant, elle règne sur nous d'une certaine façon. Nous lui obéissons car elle nous enseigne la paix. C'est le martyr. Si vous voulez, je crois que c'est l'ambivalence du sacré primitif. L'ambivalence du sacré primitif qui est à la fois très méchant et très bon. Et dont on ne peut pas dire quand il sera bon et quand il sera méchant. Alors on se méfie. Mais René Girard, tout cela est terrible parce qu'il serait peut-être bon de prendre des exemples sur le terrain. En ce moment, il y a le Liban. Oui. En ce moment, il y a le Cambodge avec des millions de morts. Enfin, disons 2 millions de morts. Il y a le Vietnam, il y a l'Amérique du Sud avec la torture. Il y a les goulags. Alors, c'est cela, le bouc émissaire, les boucs émissaires, les victimes innocentes? Non, c'est pas tout à fait cela, parce que nous vivons dans une société qui a été tellement imprégnée de textes judéo-chrétiens et qui vit dans une société, si vous voulez, où nous méfions de notre propre tendance à à transformer les hommes en victimes, c'est-à-dire à transférer nos propres sentiments de culpabilité sur d'autres. Par conséquent, je crois que nous vivons un état intermédiaire. Nous essayons, les hommes essaient toujours de maintenir l'efficacité de ces mécanismes. En même temps, ils n'y croient pas. Par conséquent, la violence peut être renforcée par ceci. Multiplier les victimes, comme on multiplie les doses de tranquillisants, vous voyez, qu'on prend le soir pour s'endormir. Et ça marche de moins en moins bien. Alors, c'est effroyable, évidemment, ce qui se passe. Et en même temps, je crois qu'à un certain niveau, enfin, il faut essayer de l'empêcher, bien sûr, mais à un certain niveau, ce n'est pas désespérant. Cette multiplication des victimes est peut-être liée aussi à des processus de compréhension. Vous voyez, parce que malgré tout, des choses comme le Liban, l'Amérique du Sud, etc., aujourd'hui, réussissent à soulever une opinion publique qui n'existait pas il y a 2 siècles. Si je vous ai bien compris, René Girard, l'imitation est le commencement de la violence. Oui. Alors, le Christ est coupable, parce qu'il a dit « imite-moi ». Ah oui, mais alors attendez, il dit « imite-moi » à un niveau, il est précisément celui qui n'imite pas le type d'imitation qu'il recommande, imiter mon Père qui est dans les cieux, qui fait tomber sa pluie sur les hommes et briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. C'est-à-dire qu'il ne participe pas du tout à ces formes de rivalité conflictuelle. Autrement dit, il n'y a pas de volonté d'appropriation dans le Christ. Par conséquent, l'imitation du Christ ne va pas nous entraîner dans ces conflits terribles. Vous voyez, il n'y aura pas de rivalité de ce type. Par conséquent, l'imitation, c'est pourquoi il est dit aussi, si vous me suivez, n'est-ce pas, frappez et la porte s'ouvrira.
n'est-ce pas? Demandez et on vous donnera. Autrement dit, vous vous trouverez dans un univers sans obstacle. Vous n'aurez pas cet obstacle du modèle rival, Ouais. qui, à mon avis, est le modèle de tous les traumatismes, de la paranoïa, n'est-ce pas? De tous les conflits qui remplacent, au fond, dans mon système, tous les problèmes que Freud essaie de résoudre avec le complexe d'Oedipe, etc. Ce que j'appelle le modèle rival. Le modèle est forcément rival, le rival est forcément modèle. Les grands écrivains ont tous décrit ceci, que ce soit Shakespeare dans Le songe d'une identité, le snobisme proustien, la vanité stendhalienne. Vous pensez à Jean etc. Santeuil. Je pense à Jean Santeuil, à mon avis, se situe encore à un niveau où Proust est un peu la victime de ces mécanismes. Et dans Jean Santeuil, il écrit un peu pour se justifier. Il est Il lui-même, parle, là. il est lui-même. Il est un peu snob. Il est un peu snob. C'est-à-dire, il attaque le snobisme. Oui. Il attaque le snobisme en snob. Les snobs sont toujours les autres, hein, jamais lui-même. N'est-ce pas? Dans La recherche du temps perdu, Ouais. tout se passe, je crois, à un niveau beaucoup plus radical. N'est-ce pas? Il y a une espèce, le snobisme devient ce que j'appelle le mimétisme. N'est-ce pas? Tous les hommes y passent sous une forme ou sous une autre. Nous sommes tous nobles, alors. Car nous sommes... Ah, je crois que nous faisons tous du hommes, mimétisme. n'est-ce pas? Nous faisons tous du mimétisme. En même temps, je ne veux pas être pessimiste, si vous voulez. Je crois que les hommes sont capables d'abord de maîtriser certains mécanismes, même s'il les... je crois qu'on nie trop dans notre monde la valeur de l'effort sur soi-même. Vous voyez, parce qu'on parle tout de suite d'hypocrisie. Ouais. N'est-ce pas? Mais il y a certaines formes d'hypocrisie qui ne sont pas forcément de l'hypocrisie. Nous sommes mimétiques. Mais nous voyons très bien qu'un mécanisme de mimétisme va nous enfoncer dans le conflit. Alors au niveau de la politesse, nous l'évitons. Mais nous pouvons l'éviter aussi à des niveaux beaucoup plus graves. Vous voyez? Nous pouvons penser, par exemple, qu'un mariage, une carrière, une amitié mérite d'être certains sacrifices. Des sacrifices qui finalement n'en seront pas, puisque tout ce que nous perdrons, si vous voulez, c'est l'enfoncement. Mais nous pouvons voir à l'avance ceci, et nous pouvons en même temps penser qu'il n'est pas possible d'expliquer à autrui, n'est-ce pas, aux partenaires ce qui se passe, mais nous retirer certaines formes de retrait parfaitement justifiées. En fait, René Girard, il faudrait en revenir à l'essentiel. Et l'essentiel du message biblique, c'est l'amour des autres. Alors il faudrait renoncer à la violence. Oui. Et je crois aussi Il faut revenir à la parole évangélique. À la parole évangélique. Il faut être chrétien pour ça. Il faut être chrétien, mais qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Ça veut dire comprendre, je croire. crois, qu'au-delà des formes du sacré, si vous voulez, qui sont ces formes de la violence dont j'ai parlé, il y a un Dieu, il y a un principe de réalité, un principe divin qui est étranger à ces formes-là. C'est-à-dire c'est l'ouverture absolue. À partir du moment où on pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je donne une lecture humaniste du texte chrétien, vous voyez, parce qu'elle récuse les dieux de la violence, mais je pense que le texte évangélique ne dit pas ça du tout. Dit derrière les formes de transcendance que vous voyez, il y en a une autre, radicalement autre, et qui en même temps est dans un rapport pour les hommes, n'est-ce pas, qui est littéralement caché par les formes de sacré violent, n'est-ce pas? Et d'une certaine manière, au cours de l'histoire, les formes de sacré violent nous ont permis d'accéder à certains aspects du vrai Dieu, vous voyez, parce que les formes de sacré violent, c'est quand même toujours tendent d'une certaine façon vers la non-violence, n'est-ce pas? Alors il y a à la fois rupture absolue, ce que nous disent les évangiles, parce que Dieu n'a aucun rapport avec la violence, mais si nous ne pouvons pas faire autrement, nos formes de sacré violent, malgré tout, nous ont permis historiquement de nous élever. Mais où sont passés les prophètes? Où sont passés les idoles? Ah, les idoles sont partout. Je crois que les idoles, si vous voulez, dans l'Ancien Testament, c'était des bouts de bois, des images plastiques, etc. Maintenant, l'idole, c'est l'autre. Si nous regardons la chose admirable dans la littérature moderne, c'est que les vrais grands romanciers, vous voyez, nous montrent toujours l'autre comme idole. Ils parlent toujours de l'autre, du rival, du modèle, de l'être qui nous fascine, en termes de divinité. Il n'y a qu'une grande métaphore de la passion moderne, n'est-ce pas? C'est l'autre Dieu, la flamme, le terme idole lui-même, n'est-ce pas, qu'on emploie à chaque instant. Toute la rhétorique occidentale de l'amour est une rhétorique religieuse. Et lorsque Tartuffe l'emploie en parlant à Elmire, n'est-ce pas, il est peut-être très conscient de ce qu'il fait, il a des projets, mais les poètes emploient la même rhétorique de façon naïve, sans savoir qu'ils font de la religion, de la mauvaise religion, d'une religion enfoncée parmi les hommes et qui ne peut aboutir qu'à certaines formes de conflits. Nous sommes ensemble depuis
depuis bientôt 1 heure, René Girard, et pas une seule fois vous n'avez prononcé le mot liberté. Ah, je crois que c'est implicite malgré tout. Disons, dans un univers, si vous voulez, où les hommes voient... tant que les hommes sont le jouet des mécanismes du sacré, il est bien évident qu'ils sont programmés, si vous voulez, programmés d'une façon extrêmement curieuse. Et là, c'est la proximité de mon travail avec le travail structuraliste. À partir du moment où nous voyons ces choses, nous sommes littéralement libres aujourd'hui de tout détruire, n'est-ce pas, ou de refuser la violence. Par conséquent, là, il y a une alternative que nous sommes obligés de dire libre, n'est-ce pas, qui est la nôtre, et qui engage tout notre être. Par conséquent, nous sommes obligés de penser notre propre action au niveau de la liberté. J'ai aucune envie de refuser ceci. Enfin, ça me paraît essentiel. Votre pensée, cette pensée, elle vous fatigue? Ah ben, elle me fatigue. C'est du travail. Non, attention. J'aime beaucoup avancer dans mon travail, découvrir de nouveaux textes, analyser des textes. Alors évidemment, répéter, si vous voulez, les mécanismes de cette pensée, au niveau, comme je le fais un peu en ce moment, n'est-ce pas, au niveau de la radio ou d'interviews dans les journaux, etc., risque de devenir un peu fatigant. Ou le danger pour moi, si vous voulez, c'est de devenir une espèce de perroquet qui distribue mes thèmes comme une machine à sous, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est toujours un peu angoissant, n'est-ce pas? Où passez-vous vos vacances françaises? C'est à Paris ou à Avignon? Ah ben, souvent dans le Midi, n'est-ce pas, d'abord. Et j'ai aussi une sœur en Normandie. Il m'arrive fréquemment de me rendre chez elle, du côté de l'Aigle. Mais l'été, moi j'aime beaucoup Paris. Et si on a été privé de Paris pendant l'année, l'été à Paris, c'est assez agréable aussi. D'abord parce qu'il fait beaucoup moins chaud qu'aux États-Unis, en particulier à Baltimore. Vous partez quand pour les États-Unis? Vous repartez quand? Je vais passer l'année en France, mais je serai malgré tout à Baltimore à la Noël dans ma famille. Je vous remercie, René Girard, et je recommande très fermement votre livre qui paraît chez Grasset. J'en rappelle le titre: Des choses cachées depuis la fondation du monde. René Girard, merci. Bonnes Amériques. Merci à vous.